Alors Bertrand, tu es au Salon de l'Agriculture. Ouais, comme chaque année, c'est le pèlerinage. Qu'est-ce que tu as remarqué cette année de différent par rapport à d'habitude? Bah écoute, d'abord, il y a beaucoup de ressemblances, faut reconnaître. Il y a déjà beaucoup de monde, évidemment. Il y a plein d'animaux. Les stands sont un peu similaires, je dirais, d'une année sur l'autre. Parfois même carrément pareil. Faut dire que c'est des stands qui coûtent extrêmement cher. Mais eh bien, écoute, c'est quand même marqué par la nouvelle loi agricole qu'ils ont eu la bonne idée de voter juste avant le début du salon, de façon stratégique, pour pas que la coordination rurale et les agriculteurs en colère fassent trop le bordel, hein, n'est-ce pas? Donc c'était assez bien vu. Et donc on a été voir la coordination rurale, la Confédération paysanne, comment s'appelle-t-elle? Le syndicat majoritaire, bien sûr. La FNSEA. La FNSEA. Donc on a fait le tour et puis on a cherché désespérément le stand de l'OFB, Office français de la biodiversité. Et figurez-vous qu'on ne l'a pas trouvé. Il se cache. Et pourtant, le président de l'OFB a fait une lettre ce matin aux agriculteurs. Une lettre où il disait en gros qu'il faut pas opposer environnement et agriculture. Et que les deux vont de pair. Or aujourd'hui, je pense qu'il a tort. En fait, les normes environnementales sont en train de bouffer l'agriculture. C'est une évidence, tout le monde le sait. Et il a fait une petite référence dont je vous reparlerai après. Une chose intéressante dans son texte qui montre à quel point ces gens-là sont totalement déconnectés parce qu'ils citent une étude en fait totalement improbable dans un texte officiel envoyé aux agriculteurs. Donc c'est très étonnant, mais je vous en reparlerai. Je pense que je vais faire un article à ce sujet-là. Donc voilà, donc bon, je dirais que c'est un peu plus serein que l'an dernier. Puis on a croisé des gens sympas, Étienne, youtubeur, et puis on va aller voir d'autres personnes. Étienne, youtubeur, donc avec qui tu as eu un entretien très intéressant que nous allons diffuser là, dans cette vidéo. Exactement. Donc ayez un petit peu de patience. On vous met l'interview avec Étienne. Voilà, c'est ça. Il y a un autre sujet aussi que tu avais remarqué, c'est que sur les stands officiels, sur les stands de l'État notamment, Ouais. il y a beaucoup moins d'utilisation du terme écologie. Il y a moins aussi de discours catastrophistes, on dirait. C'est plus neutre, ils sont plus sobres. Ouais, alors c'est une impression, hein. C'est pas une étude qui pourrait être envoyée à une revue avec comité de lecture, hein. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont moins insistants là-dessus, ben, vaut mieux pas, hein. On est dans le moment où tout ça va, les normes vont diminuer et puis les obligations environnementales qui sont déjà très élevées vont se calmer un peu. Donc voilà, je pense qu'effectivement c'est assez notable. On a l'impression qu'il y a une espèce de comment dire, de statu quo là sur l'agriculture depuis le vote de la loi. On a l'impression que c'est un sujet qui en ce moment, avec les questions géopolitiques, avec les questions économiques, etc., que c'est un sujet qui, contrairement à l'année dernière, passe un peu au second plan. Est-ce que tu as cette impression? Ouais, ça passe pas tout à fait au second plan, mais c'est vrai qu'on est dans une période où bon, il y a d'autres sujets dans le monde, hein. On voit l'arrivée de Trump, la Russie, etc. Et donc, mais ça reste quand même un sujet qui reste sur le devant de la scène. Maintenant, là, comment dire, on verra vraiment dans les mois et les années qui viennent ce que notre agriculture va devenir. Je pense quand même qu'il y aura une diminution du nombre d'agriculteurs. Donc, je sais pas si on va réussir à remonter la pente au niveau compétitivité et performance économique de l'agriculture, quel que soit le nombre d'agriculteurs en France, d'ailleurs. Salut tout le monde, alors on est très heureux, on est au salon d'agriculture et on a retrouvé un type qu'on aime bien, Étienne, youtubeur, n'est-ce pas? Exactement. Et on avait fait une petite vidéo pour le critiquer parce qu'il pactise avec monsieur Jean Covici qu'on adore. Avec le diable. Il est avec sa compagne en plus qui est agricultrice dans le Cantal chez moi. Oui, je suis à côté de chez toi. Ouais, exactement. Et donc on avait commencé à discuter là sur la taille des fermes. Moi ça m'intéresse parce qu'on critique beaucoup, tu sais, ça manque de prix, etc. pour les agriculteurs. Enfin, c'est pas assez rémunérateur, il y a le problème écologique. Et on parle jamais de la taille des fermes, moi qui me semble en France, petit finalement. Petite. Même avec 120 vaches, pour toi, tu as une grosse ferme, tu arrives bien à t'en sortir sans YouTube. Hein. Oui, ah oui, même sans YouTube, j'arriverai à m'en sortir, heureusement, parce que mon revenu, ça reste quand même principalement la ferme. Hein. Ouais. Mais là, on a la chance, moi je trouve que c'est une chance plutôt, parce qu'on a des fermes à taille humaine, mais qui commencent à avoir une certaine, une certaine envergure, ouais, on pourrait dire ça comme ça. Et si on se compare au reste du monde, bah, c'est sûr qu'on va être petit, nous. La moyenne en France, c'est 65 vaches laitières par ferme. Ouais.
moi j'en ai 120. Et on arrive quand même à avoir un équilibre économique. Alors c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais je pense pas que la solution soit des fermes à 500 ou 1000 vaches. Pour moi, c'est pas ça la solution. La solution, c'est d'avoir moins de charges moins de normes environnementales, moins de pression sociétale et fiscale. Et je pense qu'on y arriverait globalement à s'en sortir avec des fermes à 100 vaches, quoi. Alors, sur les normes environnementales, c'est un peu notre sujet. Nous, on est pour la baisse des normes. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à trop de normes, c'est bien étouffant. En fait. Exactement, on est d'accord. Et puis ça règle, en plus, ça n'améliore plus l'environnement, parce que ou alors c'est marginal. Oui, parce que les normes qu'on a aujourd'hui déjà sont hyper contraignantes. Et c'est toujours le problème du franco-français, c'est-à-dire qu'on en rajoute aux normes européennes. Et comme nous, on est en concurrence avec les agriculteurs européens, ou même du reste du monde, bah forcément, si eux, ils ont des normes moins restrictives que nous, et dont un coût de production un peu moins restrictif que nous, alors on n'arrive plus à s'y retrouver, quoi. Et c'est lesquels qui t'énervent le plus, peut-être, en normes environnementales? Bah là, les nicotinoïdes, ça fait quand même. Ah ouais, mais toi, tu c'est bien la utilises merde. Non, non, Ah oui. moi j'en utilise pas. Moi j'en utilise pas. Pour les autres, disons, pour tes copains. Ouais, voilà, ouais. C'est ça qui va être le plus contraignant. Après, ça va être plein de petits trucs sur, bah voilà, le curage des fossés, par exemple. Voilà. Ou, ah ouais, t'es emmerdé parce que tu peux. Faut que tu déclares, dès que tu veux curer un fossé, il va falloir déclarer. En fait, dès que tu veux faire un truc, dès que t'as un projet, que ce soit à la ferme ou panneaux solaires ou éoliennes, ou alors éoliennes, c'est pas pareil, mais ou biogaz, tout ça, t'as genre 3, 4, 5 ans d'études à faire et ça te coûte 50 000 € d'études, rien que d'études. Ouais. Mais en même temps, c'est la diversification. Aujourd'hui, on pousse les agriculteurs à faire autre chose que de l'agriculture. Oui, ce qui est très très bien. Moi, ça me dérange pas. Mais si pour ça, tu dois faire 10 ans de dossier et que ça te coûte 100 000 € de dossier, juste pour pouvoir commencer le projet, voilà, il y a un problème. Donc toi, t'as pas fait ni d'éoliennes, ni de panneaux solaires? Moi, j'ai des panneaux solaires depuis 2008. Donc, depuis le premier boom. Le premier boom de panneaux solaires en 2008, on en a installé. Et là, tu vois, j'ai un projet de panneaux solaires, mais à plus petite échelle, avec stockage à la ferme. Là, je vais vraiment stocker mon énergie à la ferme. Par contre, on était dans un projet, nous, il y a 15 ans, peut-être 10-15 ans, de biogaz, voilà, pour regrouper. On était quasiment 40 fermes. Ouais, faut être nombreux, quoi. Le problème, c'est qu'au bout de 5 ans, on est sorti parce que c'était des études, il fallait payer 15 000 € par an d'études. Et au bout de 5 ans, on a dit, allez, on arrête parce que ça n'avance pas. Le projet, il est tombé à l'eau. Et le projet est tombé à l'eau et on a dû payer, sans déconner, peut-être 50 000 € d'études, quoi. Ouais, c'est incroyable. Donc, tu te dis, ça nourrit beaucoup les bureaux d'études, les trucs environnementaux. C'est énorme. C'est un tel business, de toute façon. Je serais curieux de savoir en bureau d'études combien on lâche par an, globalement en France, rien qu'en bureau d'études. Tu vois, c'est un peu comme on parle de McKinsey au lieu du gouvernement. C'est des trucs, tu dis, mais c'est tellement abstrait pour nous. Tu dis, mais combien on lâche de millions d'euros là-dedans pour au final, est-ce que ça a vraiment. Est-ce qu'avec genre 500 000 €, ça aurait fait même le travail, quoi, tu vois. Alors, un autre sujet, c'est la biodiversité. Tu sais, je suis un spécialiste, moi. Je suis un ornithologue à l'origine. Et je connais très bien ce sujet. Et il y a plein de raisons qui montrent que beaucoup d'espèces reviennent, en fait. Oui. Tu t'avais parlé des oiseaux d'eau, par exemple, une fois, je me rappelle. En fait, on n'en voyait pas quand on était jeune. Oui, bah, des hirondelles. Des hirondelles. C'est pareil. Des hirondelles, moi j'en vois 10 fois plus qu'avant des hirondelles. C'est impressionnant. C'est marrant. Des nouveaux nids. Des nouveaux nids d'hirondelles. Hirondelles de fenêtre. Non, hirondelles de ferme. Alors je sais pas lesquelles c'est. C'est celles qui viennent à la. Ouais, nous on dit hirondelles de ferme et hirondelles de ville. Alors je sais pas lesquelles. Hirondelles rustiques. Ouais. Et moi j'ai des nouveaux nids depuis 2 ans, j'ai des nouveaux nids partout. Il y a des animaux, donc ça va attire. En plus, ouais. Mais quand je vois le plus impressionnant, c'est quand on fait les ensilages, quand on récolte le maïs. On arrive à la fin de la saison des hirondelles, on est en septembre. Début septembre, fin août, début septembre. Et ça fait voler plein d'insectes. Et j'ai vu des nuages d'hirondelles, mais impressionnants. Elles se rassemblent en plus. Ouais, elles se rassemblent. En plus, à ce moment-là, elles se rassemblent. Et là, elles bouffent les insectes. Tu verrais, c'est des nuages d'hirondelles. Et c'est ça. Et puis, je parlais l'autre jour, des hérons. Ah oui, c'est ça. Des hérons blancs. Alors, c'est un autre nom, c'est plus les aigrettes. Ouais, voilà, les aigrettes. On m'a dit sur Twitter, non, c'est des aigrettes, c'est pas des hérons. et j'en avais pas avant. Et les garde-bœufs aussi. Et les garde-bœufs, j'en avais pas avant non plus. Et là, aujourd'hui, dans les champs, t'en as des dizaines, t'en as plein les champs aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce qui m'énerve, en fait, c'est que, tu sais, dans les explications de diminution de la biodiversité, on dit souvent les pesticides, les agriculteurs, les forestiers, les chasseurs. Il y a un truc qu'on dit jamais, c'est la multiplication de certaines espèces qui peuvent avoir un impact sur d'autres. Par exemple, quand tu parles des hérons, par exemple, les hérons, ça peut avoir un impact vachement sur les batraciens. Oui. Les batraciens, on dit que ça, y en a beaucoup moins qu'avant. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de hérons? Oui, c'est possible. En tout cas, c'est une explication qui n'est jamais donnée. Ouais.
Et donc sur la biodiversité, on n'arrête pas de parler de l'OFB aussi. Alors, est-ce que toi, tu as eu des contrôles? Non, moi j'ai pas été emmerdé par l'OFB. J'ai eu un contrôle une fois, Télépac. Ouais, c'est pour la surface. Ouais, c'est pour les surfaces. J'avais un ancien cours d'eau, un cours d'eau qui était sur la carte, Ouais. et qui n'existe plus depuis 40 ou 50 ans, quoi. Ouais. Mais il est encore dessiné. En Et donc, pointillé ou en ligne non, en ligne pleine, quoi. Pleine. Et donc ils sont venus contrôler parce qu'ils m'ont dit ouais, mais là le cours d'eau, sur les images satellites, on voit qu'il n'y a plus de cours d'eau, Ouais. et vous cultivez ce champ-là, mais sur la carte, il y a un cours d'eau normalement. Donc le gars il est venu voir, et il a fallu lui prouver en venant que ça faisait genre 15, ça faisait depuis mon grand-père, genre 50 ans que ça n'existait plus ce cours d'eau-là, quoi. Mais il est quand même venu contrôler, il a fallu lui prouver tout, quoi. Donc c'est toujours un peu ça qui est contraignant, c'est-à-dire que tu reçois un courrier, un appel, bon on vient dans 3 jours parce que contrôler un cours d'eau qui est plus sur la carte, quoi. Tu te dis putain merde, qu'est-ce que ça va me coûter combien, qu'est-ce que je vais perdre, c'est toujours la pression, quoi. Ouais, C'est ça, quoi. Ouais, mais l'OFB, j'ai jamais eu affaire à eux, à l'OFB encore. T'as pas détruit une espèce protégée, je ne Non. sais quoi, t'as pas de castor, toi? Non, j'ai pas de castor. Ça arrive peut-être un jour, des ragondins. T'as une rivière ou pas? Oui, j'ai des cours d'eau, des petits cours d'eau. Sur mes parcelles, j'ai T'as peut-être de la loutre, parce que la loutre revient énormément. Il y en a plein dans le Cantal. Moi j'ai les rats aux pieds, c'est différent. Ah oui, rat au pied, c'est une horreur. Biodiversité, oui, on pourra en parler avec les rats aux pieds si tu veux. Ah oui, tiens, oui, si, la biodiversité, le rat au pied. Pullule. Ouais, c'est ça, mais alors, nos grands-parents, enfin, je sais pas, non, toi, t'es pas du Cantal d'originaire, mais Non, tu les as une ferme. grands-parents, Mais ils disent qu'il n'y avait pas de rat au pied, c'est vrai? Si, ça existe depuis très longtemps. En fait, c'est cyclique et il y a des périodes où ils s'expriment beaucoup. Ils sont très. En fait, ils s'expriment en fonction des conditions climatiques. Ouais. Quand c'est très froid et très sec et très humide, ils vont s'enterrer et ils vont pas trop s'exprimer. Donc, il n'y aura pas de motte en surface. Dès que le climat, en ce moment, le climat est plutôt chaud, il n'y a pas de neige. Là, ça pullule et tu as l'impression que c'est un terrain miné et il y a des grosses conséquences au niveau du foin. On a du foin qui est terreux et beaucoup de poussière et ça entraîne des gros problèmes de bronches à l'humain comme à l'animal. Bon, c'est incroyable. Bon, en tout cas, on était très heureux de vous voir. Non, ça fait plaisir de Et se peut-être croiser qu'on se verra soit dans le Cantal, soit chez toi, dans les Pays de la Loire, avec plaisir. dans la Sarthe. C'est Exactement. ça? D'accord. Vous êtes les Pour bienvenus. aller observer, pour aller dénombrer les espèces Les qu'il y a. hirondelles, hirondelles. Mais on le dira pas à l'OFB, promis, parce que si c'est une espèce rare, on sera discret. Ouais, on va parler des hirondelles et voilà, et des ronds. Ah, tu sais pas, justement. Ah ouais. T'as peut-être pas l'œil de l'ornithologue, tu sais. Peut-être. Eh oui, Bah écoute, tu eh viendras oui. voir. Bon, bah, merci à Étienne et puis à bientôt Salut. Bon, alors, on est avec la coordination rurale parce que on n'a pas fait la FNSEA ni la Confédération paysanne. C'est un peu le syndicat du moment quand même. Vous n'êtes pas encore majoritaire dans toute la France, mais si vous Ça viendra. Vous l'expliquez comment la victoire. Enfin, la victoire. Faut pas exagérer. Non, mais Progression. c'est ce qu'on avait dit. On avait dit de toute façon qu'on aurait entre 10 et 14 chambres d'agriculture. Ouais. Donc, il y en a eu 14 d'élus au premier tour, je dirais. Ouais. Sauf que, enfin, je ne vais pas expliquer le détail, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on en a perdu une. On a perdu la Charente-Maritime. Ouais. Parce que vous pouvez être du collège 1 et gagner les élections et perdre après, parce qu'il y a 32, 34 votants dans les chambres. Si la CR n'a que 12 ou 13 voix, ben vous pouvez la perdre contre. Ce qui n'est pas tout à fait normal, mais bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Voilà, Ce qui compte, c'est que nos idées progressent et surtout que nos idées progressent et que la coordination rurale progresse. C'est surtout ça qui est important. Ouais, d'accord. Et donc, au niveau, bon, il y a une loi juste avant là, qui est passée, là. Alors, ça vous a calmé un peu ou vous avez quand même alors des lois, dans les brancards? Alors des lois en France, ça en passe pas une par jour, mais vous parlez de quelle loi? La loi d'orientation agricole? Oui, celle qui a été votée juste avant oui, le salon. Qui a été bien calculée, bien par madame la ministre de l'Agriculture et par rapport à la FNSEA qui a de longtemps préparé, qui a participé, elle, la plus activement. Nous, on a freiné certaines parties de cette loi qui nous apparaissaient abusives. Ouais. Aujourd'hui, on ne l'a pas dans le détail par article parce que c'est dans le détail, souvent on se cache. Et là-dessus, on sera certainement en désaccord sur une grande partie. Par exemple, pour une partie qui me vient en tête, c'est l'entrée des banques dans le capital des sociétés agricoles. C'est-à-dire on entend bien que cette loi, quand même, est comme d'habitude en France, co-gérée par le syndicat majoritaire FNSEA et qu'elle va dans sa vision personnelle de l'agriculture, qui est vers, faut le dire, vers l'agrandissement encore des structures, avec des financements de plus en plus lourds, donc difficilement transmissibles. Et pour ça, tac, ils ont la baguette magique. La banque va rentrer dans le capital des sociétés. Donc vous l'aviez comme partenaire financier, mais ils vont prendre des parts sociales dans vos structures.
La coopération agricole, avec le statut d'agriculteur actif, va pouvoir acheter des terres et les louer. Et la boucle va être bouclée. Donc, les structures vont louer ou acheter des terres, les mettre à disposition des futurs JA, parce qu'ils parlent beaucoup d'installation. Jeunes agriculteurs. Ouais, alors là, il faut installer. C'est le slogan des jeunes, des JA FNSEA. C'est pas le nôtre. Alors, on nous dit, mais quand même, oui, il faut installer. Mais avant de penser à installer des enfants, des jeunes, nos enfants, il faut surtout penser à faire vivre ceux qui y sont déjà. Et aujourd'hui, pour parler que de la Charente, parce que je connais la Charente, aujourd'hui, il y a 40% des agriculteurs charentais qui sont en déficit. Alors, pas forcément faillite parce qu'ils prennent sur leur capital ou ils n'ont plus de salaire, mais une grosse partie des agriculteurs charentais, et ailleurs aussi, il y en a ailleurs malheureusement, aujourd'hui sont en déficit. Nous, on pense déjà à aider ceux qui sont en déficit à essayer de leur faire gagner mieux leur vie et à essayer de trouver des solutions avec eux. Et à ce moment-là seulement, vous pouvez penser à installer des gens dans la continuité de leurs parents. Si le père gagne bien sa vie, le fils pourra éventuellement gagner. Mais si le père aujourd'hui ne gagne pas sa vie, ben, le père ne voudra pas que son fils. Donc, installer des jeunes, ce n'est pas le sujet du jour. Ok, alors on va parler des choses qui fâchent. Bon, nous, on est spécialisé sur les questions écologiques et environnementales, surtout la biodiversité. Oui, on en avait parlé l'année dernière. L'an dernier. Votre approche était très intéressante. Ah, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, on en voit les conséquences, puisqu'on ne peut pas parler de ces sujets-là sans se faire punir. Mais c'est un autre sujet. Mais donc, oui, ce sujet-là de l'OFB, de la biodiversité, on entend parler de plus en plus. Depuis un an, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Bien sûr. Alors, l'OFB, on a mis le curseur, bien sûr, la coordination rurale. Alors, c'est d'ailleurs assez extraordinaire de parler des politiques, avec les conséquences que ça vous a coûté. Oui. Et les politiques, je pense à M. Wauquiez. Ouais. Alors, j'aurais pu penser à quelqu'un d'autre, mais M. Wauquiez, c'est l'exemple même. C'est-à-dire que M. Wauquiez, qui n'est pas spécialement pro-coordination rurale, hein, on le sait bien, M. Wauquiez s'est réveillé d'un coup en disant « Ah, comme la coordination rurale, il faut supprimer l'OFB » parce qu'il y avait un castor qui avait établi… Alors, ça a fait le tour de France. Ah, oui, on en a parlé sur notre il a dû avoir beaucoup de vues par rapport à ça. C'est bizarre que M. Wauquiez, d'un coup, se réveille, alors que ces départements étaient inondés comme les nôtres par le passé. On ne l'entendait pas avant. Et est-ce qu'il a senti le vent venir politiquement? C'est de l'opportunisme pour vous. On pourrait le dire comme ça. Et alors que nous, on a dit clairement, peut-être un peu trop, dire qu'il fallait les supprimer, mais alors peut-être parce que c'est la Charente. Hein. Mais vous êtes toujours. Alors là-dessus, la coordination rurale nationale a demandé la suppression de l'OFB, la récupération. Alors c'est la particularité de la coordination rurale. Il y a des tendances un peu différentes selon les départements. On n'est pas pareil au nord, vous l'avez bien vu, qu'au sud ou à l'est. Alors nous, on a peut-être été, parce qu'on est charentais, plus modéré. Nous, on aurait vu plutôt une vision que l'OFB reste en place avec une gestion différente du personnel, les mettre sur d'autres missions pour, je dirais, garder le terme, entre guillemets, atteinte grave à l'environnement. Alors l'atteinte grave à l'environnement, chacun met le curseur où il veut. Est-ce que un agriculteur qui prend sa mini-pelle, son tracteur, qui recreuse un fossé de drainage et qui le creuse de 20 cm plus loin parce qu'il y a de la vase, ou qui refait des rigoles dans ses champs le long d'une rivière, là, actuellement, c'était une atteinte grave à l'environnement qui risquait de nous coûter beaucoup d'argent, voire des années de prison. Nous, quand il y a une pollution forte, d'ailleurs, les pollutions fortes ne sont rarement, voire jamais le cas de l'agriculture, mais de l'industrie ou d'autres composants. Là, oui, il y a une intervention. Pour moi, ils n'ont pas forcément raison de disparaître totalement, mais qu'il y ait une surveillance, on ne peut pas être contre l'environnement. Les agriculteurs, j'ai toujours dit, sont les premiers garants de l'environnement et de l'écologie. Mais là-dessus, il faut qu'il y ait une surveillance, mais une surveillance allégée et qui n'intervienne pas sur des agriculteurs. Alors, il y a le fait du port d'armes. Chacun verra ce qu'il veut. Mais quand vous allez contrôler un paysan pour ses pratiques agricoles, que vous veniez à deux dans une voiture avec des armes, ça peut être très mal ressenti. Un contrôle, de toute façon, est mal ressenti. Mais au-delà de ça, il faut nous lâcher la grappe, parce que c'est le mot, nous lâcher la grappe sur des conneries, des bricoles, parce que c'est des bricoles. C'est ça qui est scandaleux, c'est qu'on se rend compte des… Oui. Le coup du castor, c'était complètement idiot. Jamais ça aurait dû arriver au tribunal. Les coups des fossés, c'est un peu exagéré. Enfin, là, on parle parce que la problématique, on est fortement attaqué. Coordination rurale, on nous dit, vous êtes comme la FNSEA sur les phytos contre les phytos. Je dirais que ce n'est pas le sujet.
les phytos, je n'ai jamais vu quelqu'un qui disait qu'il faut mettre de la phyto, que ce soit quel que soit le syndicat d'ailleurs. On est tous d'accord que si on peut baisser la nocivité des produits qu'on met, quels que soient les produits qu'on met, le but c'est d'arriver à avoir des produits, peu importe le nom, mais qui continuent à faire de la santé végétale, de la santé animale, la même que pour la santé humaine, moins c'est toxique pour l'environnement, tout le monde est d'accord. Ce qu'on n'accepte pas aujourd'hui avec l'OFB, pour revenir là-dessus, c'est que lorsqu'un agriculteur pulvérise un produit phytosanitaire quel qu'il soit, et parce qu'il doit répondre à des contraintes d'hygrométrie, de vitesse du vent, ce qui est entendable dans l'idéologie totale. Sauf que dans la nature, il n'y a pas de vent, vous avez ça passe, il y a une bourrasque de vent. Les effluents se déplacent sur 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres sur une bande enherbée le long d'une rivière. Souvent, il faut le dire d'ailleurs par dénonciation, les contrôles de l'EFB sont très souvent le fait de dénonciation. Et là, vous avez 2 gars qui viennent pas forcément vous voir d'ailleurs, qui prennent des photos de, on va dire un glyphosate, parce qu'il faut dire le mot, du Roundup qui a désherbé une bordure de rivière sur 200 mètres carrés. Ils font des photos, les géolocalisations, et ils vous convoquent au tribunal. À la gendarmerie, si vous êtes en campagne, il y a la gendarmerie. Donc vous êtes convoqué à la gendarmerie, ce qui vous stresse quand même pas mal, et on commence à vous dire les règles de l'art, vous risquez tant et tant. Monsieur, parcelle numéro, vous reconnaissez, oui, vous avez fait quoi? Ben, le gars, j'ai désherbé, je n'avais même pas vu. Monsieur, vous risquez et vous passez au tribunal. Ça, c'est inacceptable. Tout à fait. Ça, c'est les erreurs, mais ça a été pris en compte dans la loi d'ailleurs sur les erreurs non intentionnelles. Oui, non intentionnelles. Mais attention à l'encadrement. Attention à l'encadrement, parce que c'est dans le détail que se cache le diable. Et là-dessus, on attendra de voir. Oui, mais qu'on arrête ça. On est déjà, est-ce que les agriculteurs n'ont pas apprécié? C'est ces satellites qui prennent des photos tous les 3 jours, je crois, 72 heures de toute notre parcelle. Et comme ça évite aux gens de se déplacer, aux fonctionnaires de prendre une engueulade, voire pire pour certains. Et aujourd'hui, on sait qu'on est surveillé, cette surveillance permanente, cette sensation que tout doit être, aujourd'hui, un agriculteur, il doit tout enregistrer. Le produit qu'il met, la quantité, bientôt l'hygrométrie, le parcellaire, est-ce qu'il a droit dans la directive? Parce qu'il reçoit des aides aussi derrière. Oui. Logique, hein. Alors les aides, on pourrait. Mais bon, sur l'OFB, là, donc on est d'accord, vous êtes plutôt pour la fin de l'OFB finalement, au niveau national? Tout à fait. Tout à fait. Au moins, il faudra enlever le nom. Moi, je dis, il faut au moins enlever le nom de biodiversité. Ça fait augmenter tout de suite la température de alors, bien sûr, contre nous, on entend la conf qui est la FNSEA qui dit ni oui ni non. Qui politiquement, peut-être que oui. Moi, je pense qu'il faudrait revenir à effectivement une séparation de la police de la chasse, de l'eau, etc. Parce qu'en fait, c'est dominé par l'idéologie du ministère de l'écologie. C'est le problème. Et c'est pour ça que les réactions, elles ont été violentes. Et quand on est des dégradations, là, on comprend les agents. Mais en même temps, quand on vous traite de dealer, quand on vous compare à des dealers. Alors, il y avait un slogan de la coordination rurale, 2006, je crois, qui concernait la viticulture, et qu'on mettait leader et non pas dealer. On montrait une grappe de raisin et on mettait leader et pas dealer. On l'a ressorti pour l'occasion. Ouais. Mais quand un agent de l'OFB se permet de dire ça dans un moment de tension, c'est un syndicalisme, mais qui permet de dire, c'est comme si on ne disait pas de contrôler des gens qui vendent de la drogue. C'est quand même plus que moyen. Bon, merci, et puis donc à l'année prochaine. De rien, on sera encore là. Vous pouvez compter sur nous. On espère.